de la Fédération malienne de taekwondo, de la première journée du championnat cadet de handball et de la Ligue de Bamako et de football avec la 12e journée du championnat national et la 4e journée des compétitions interclubs de la CAF. Le Djeliba AC reçoit cet après-midi l'USM d'Alger en Coupe de la Confédération. Le résumé de l'actualité sportive à suivre avec Famrou Djourji. Le Mali franchit donc une étape clé dans la construction de son autonomie numérique avec l'inauguration du deuxième data center national hier samedi. Cette nouvelle infrastructure vient renforcer le centre de données déjà existant et accroître la capacité de l'État à héberger, sécuriser et contrôler ces informations stratégiques. Le point de la cérémonie d'inauguration avec Khadija Toukouni. Dans un contexte marqué par des enjeux croissants de cybersécurité et de protection des données, ce nouvel équipement apparaît comme un outil central de souveraineté et de résilience. Le Mali franchit ainsi un cap stratégique dans la maîtrise de son espace numérique. Sur le plan technique, l'infrastructure vise à assurer la continuité des plateformes gouvernementales, à limiter les risques de rupture de services et à favoriser l'hébergement local des données sensibles, longtemps dépendantes de solutions extérieures. Cheikh Oumar Traoré, directeur général de la SMTD. Le second data center qu'on vient d'inaugurer, c'est un data center de tier 3 de dernière génération. On a un premier data center qui existe depuis 2011, mais malheureusement, les capacités de stockage n'étaient pas au point. Donc, on est très sollicité par l'administration publique. Donc, il y a beaucoup de structures qui commencent à enregistrer les données ici. Donc, il fallait créer un nouveau data center pour avoir plus de capacités de stockage. Donc, ce data center vient renforcer nos dispositifs opérationnels. Cette infrastructure traduit une volonté claire, inscrire le numérique au cœur de l'action publique et garantir une gestion souveraine des informations stratégiques. À travers cet investissement, le Mali consolide ses capacités nationales et affirme sa place dans la dynamique numérique régionale. Alhamdou Ag-Ilienne, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. À partir de maintenant, le Mali a la capacité de stocker toutes ces données ici. On ne peut pas parler de digitalisation et d'intelligence artificielle sans données, parce que la base nourricière de l'intelligence artificielle sont les données. Et des données, on ne peut pas avoir des données de façon suffisante, on ne peut pas être souverain si on a ces données ailleurs. Aujourd'hui, c'est un des grands problèmes de l'Afrique. Le Mali, le Burkina et le Niger se sont engagés à rapatrier leurs données. Aujourd'hui, grâce à la politique du président de la transition, le gouvernement dote l'État du Mali d'un data center à mesure d'avoir toutes nos données ici. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres en charge du numérique du Burkina Faso et du Niger, traduisant une convergence de vision autour des enjeux digitaux du Sahel. Aminata Zerbo Sabané, ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques du Burkina Faso. L'inauguration est encore un témoignage de plus sur la volonté de la Confédération des États du Sahel à faire du numérique un levier qui contribue significativement au développement socio-économique de nos trois pays et au bien-être de nos populations. Donc cela ne peut pas se faire sans infrastructures, notamment infrastructures d'hébergement, pour que nous puissions avoir les données de nos populations hébergées par nous, par nos ingénieurs et sous notre réglementation. Au-delà de l'infrastructure, c'est une dynamique régionale qui se dessine, portée par la volonté de mutualiser les expériences et de renforcer la coopération en matière de numérique souverain. Hadji Ali Salatou, ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique du Niger. Nous allons continuer la collaboration, la mutualisation des moyens avec une forme de redondance dans les différents États avec la finalisation très prochaine de notre data center. Dans le domaine de la cybersécurité aussi, une synergie est en train d'être mise en place entre les entités, les agences gouvernementales de nos trois États. Avec ce deuxième data center, le Mali consolide son dispositif numérique et pose les bases d'un écosystème plus sécurisé, plus autonome et tourné vers l'avenir. Un signal fort au moment où les données sont devenues un enjeu stratégique majeur. Lancement également hier du concours d'entrée à la fonction publique de l'État. Ils sont au total 43 104 candidats, toutes spécialités confondues, à y prendre part pour 824 postes à pourvoir. Outre le district de Bamako, ce concours de l'exercice budgétaire 2025 se déroule dans les régions de Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, accompagné de 3 autres membres du gouvernement, a procédé au lancement des épreuves. C'était au lycée Askia Mohamed Noundi, Tiamoro Konati.
Des ingénieurs agronomes partagés entre stress, sérénité et espoir. Il s'agit là des candidats au concours d'entrée à la fonction publique de l'État, exercice budgétaire 2025. Aïssata Gariko, candidate. C'est ma troisième fois de me présenter à ce concours. Donc mon message pour les candidats, c'est prendre le courage, de ne pas perdre espoir. Malgré que le quota est faible, on continue quand même d'espérer. Mamadi François Diarra, candidat. L'année passée, je l'ai fait, ça n'a pas marché. Cette année, je vais réussir encore. Je suis confiant parce que j'ai bien révisé et je pense que cette année, ça va aller. C'est dans cette ambiance matinale que le ministre des tutelles fait son entrée dans la cour du lycée Askia Mohamed. Après la montée des couleurs nationales, place à l'étape décisive qu'est l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve technique. Cette année, ils sont au total 43 104 candidats, toutes spécialités confondues pour 824 postes à pourvoir. Bamako seul a enregistré 30 000 candidats, dont près de 70%. Docteur Fasson Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Le reste des 13 000 sont répartis entre les 6 régions, Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. L'ensemble des jeunes diplômés qui ont fait des formations dans l'ensemble des instituts, écoles et universités de notre pays. Nous avons placé ces concours ces derniers temps sous le sceau de la transparence, de l'équité, de l'égalité des citoyens devant l'emploi public et de la fiabilité des résultats. Pour la circonstance, le ministre Koulibaly est accompagné de 3 autres membres du gouvernement. Chacun d'eux, à l'instar de leur prédécesseur, a invité les candidats à se démarquer de toute tentative de fraude. Doumia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement. Nous sommes venus vous souhaiter bonne chance et vous dire aussi de compter sur vous-même. Ça, c'est le message fort des plus hautes autorités. Ces derniers temps, les concours se font dans la transparence, dans l'équité et dans la plus grande rigueur. Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. À l'avenir, vous serez face à des producteurs, des exploitants agricoles. Et là, c'est la connaissance qui vous permettra vraiment de nouer des relations sincères avec les producteurs. Comptez sur vos efforts. Amadou Savané, ministre de l'Éducation nationale. Il n'y a pas de place pour les tricheries ou les combinaisons diaboliques. C'est ce message des plus hautes autorités de la transition que nous sommes venus vous apporter. Pour faire respecter les consignes édictées, un dispositif sécuritaire remarquable est déployé sur les lieux. Illustration de la rigueur qui caractérise le déroulement de ces concours pour parvenir à des résultats crédibles, conformément à la volonté des autorités de la transition. AES, actualité. Nous ouvrons cette page AES avec ce communiqué du président de la Confédération des États du Sahel relatif à l'attaque barbare et lâche perpétrée dans la ville de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, dont la teneur suit. La Confédération des États du Sahel a fait l'objet d'une agression barbare dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, ayant ciblé notamment la base aérienne 101 et l'aéroport international Djuri Amani de Niamey, République du Niger. De toute évidence, il s'agit d'une attaque préméditée, coordonnée et aveugle ayant visé à la fois des infrastructures stratégiques et des installations civiles, mettant gravement en danger des populations innocentes ainsi que des biens à usage civil. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté ces actes lâches, barbares et indiscriminés contre non seulement un État membre, mais également la sécurité collective, la stabilité régionale et les efforts communs de paix et de développement déployés par les peuples sahéliens. La Confédération tient à souligner que ces violences ne sauraient être réduites à des simples actes isolés. Elles s'inscrivent dans une stratégie de déstabilisation nourrie et entretenue par des réseaux de soutien multiformes, y compris des appuis directs ou indirects, notamment des sponsors étatiques étrangers dont la responsabilité morale politique est pleinement engagée. La Confédération met en garde contre toute complaisance, instrumentalisation ou soutien sous quelque forme que ce soit à ces entreprises criminelles. La Confédération réaffirme que les auteurs de ces violences ainsi que tous ceux qui les financent, les armes, les renseignent ou les offrent des soutiens politiques répondront de leurs actes. Les États membres de la Confédération AES demeurent unis, vigilants et résolument engagés dans une lutte coordonnée, souveraine et déterminée contre le terrorisme et ses soutiens, quels qu'ils soient. La Confédération AES exprime sa solidarité totale au peuple, au gouvernement de la République du Niger et à ses forces de défense et de sécurité
tout en saluant leur courage et leur engagement dans la protection des populations. La Confédération des États du Sahel réaffirme que rien ne saurait entamer la détermination des peuples sahéliens à défendre leur souveraineté, à protéger leur population et à construire un avenir fondé sur la paix, la justice et l'indépendance réelle. Nous restons au Faso où le Premier ministre a exposé la situation de la nation à la représentation nationale. Il ressort de cet exposé que la marche de souveraineté du Burkina Faso avance à grands pas. La politique révolutionnaire est guidée par la reconquête totale du territoire national et le développement. Les forces combattantes contrôlent actuellement 74% du territoire. La croissance économique a connu une hausse de plus de 6%. Les précisions sur ce grand oral avec Awa Ouedraogo. Est la priorité de l'action gouvernementale. Le Premier ministre, dans son exposé, a souligné que le taux de reconquête du territoire national est de 74%. Une avancée rendue possible, a-t-il expliqué, grâce au renforcement des capacités opérationnelles, à l'acquisition de nouveaux équipements et surtout au recrutement massif des forces combattantes avec la formation de 16 000 militaires, 2 000 policiers et près de 15 000 VDP. Mieux encore, le maillage sécuritaire du territoire est aujourd'hui, selon ces termes, une réalité. Ainsi, à la date du 31 décembre 2025, plus d'1 800 000 personnes déplacées internes ont pu regagner leur localité d'origine. Au-delà de la sécurité, le chef du gouvernement a mis l'accent sur le capital humain, considéré comme le socle du développement. Dans le secteur de l'éducation, la normalisation des années académiques a atteint environ 80% dans les universités. Sur le plan sanitaire, les efforts se traduisent par un renforcement significatif de l'offre de soins. De nouvelles infrastructures ont vu le jour, dont l'hôpital de Pala à Bobo-Dioulasso, tandis que le régime d'assurance maladie universelle est désormais opérationnel. À cela s'ajoute le renforcement des équipements médicaux, la création d'un institut du cœur en cette année 2026. Dans l'administration publique, l'amélioration de la qualité du service s'est matérialisée par le recrutement de plus de 10 000 nouveaux agents. Dans le même temps, le secteur de la justice a connu des avancées notables avec l'adoption du nouveau code des personnes et de la famille, la révision du code pénal, la mise en œuvre effective des travaux d'intérêt général et la digitalisation des procédures, sans oublier l'adoption du statut de la chefferie traditionnelle. Le Burkina Faso affiche une résilience certaine. L'offensive agricole a permis d'enregistrer pour la campagne 2025-2026 une production céréalière record de plus de 7 millions de tonnes. L'objectif est de faire de l'agriculture un moteur de croissance et de souveraineté, a laissé entendre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Au terme de son exposé sur la situation de la nation, le chef du gouvernement a indiqué que l'année 2026 sera celle de la consolidation des acquis afin de renforcer davantage la sécurité et le développement. Je vous le disais tantôt, le président de la Confédération de l'AES a condamné dans un communiqué l'attaque barbare et lâche perpétrée dans la ville de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 et au Niger. Suite à ces événements survenus au niveau de la capitale, la population de Difa, unie comme un seul homme, a organisé hier samedi un meeting de soutien aux autorités dans la bataille pour la souveraineté nationale. Abdrahman Boukari de la Voix du Sahel nous en parle. La tribune officielle de Difa a vibré au rythme d'une mobilisation sans précédent. En cause, une déclaration de soutien sans réserve aux autorités de la refondation avec au premier rang le président de la République, chef de l'État, le général de l'armée Abdrahman Tiani, suite aux récents événements survenus au niveau de la capitale. Au rang des participants à ce grand rendez-vous, outre la présence des autorités administratives, communales et coutumières, des responsables des différents corps des forces de défense et de sécurité en poste dans la région de Difa, des cadres régionaux et départementaux, l'on notait également celle des différentes couches de la société civile, hommes, femmes et jeunes, tous unis comme un seul homme pour magnifier une fois de plus toute leur détermination et engagement total dans la bataille pour la quête de la souveraineté et de l'indépendance totale de notre chère patrie, le Niger. À lever des rideaux de cette déclaration, l'hymne national, l'honneur de la patrie,
et celui de l'AES pour célébrer la gloire de notre chère patrie, le Niger, et celle des États membres de l'Alliance des États du Sahel, puis une série d'interventions invitant l'ensemble des dignes et loyaux fils de la nation à resserrer davantage les rangs autour du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour un Niger uni, solidaire, prospère et déterminé. Le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mahamadou Ibrahim Bagadoma, a pour sa part saisi cette opportunité pour inviter la population à plus de vigilance et à se mobiliser davantage pour barrer la route à tous les ennemis de la refondation dans leur complot de déstabilisation. Restons vigilants, restons unis, restons déterminés à défendre ce qui nous appartient. Le Niger appartient aux Nigériens, y compris les richesses que Dieu a bien voulu enfouir dans notre sous-sol. Il est hors de question que nous les laissions à qui que ce soit. Précisons que cette mobilisation, la énième du genre au niveau de la région de Difa, témoigne une fois de plus de l'engagement et de la disponibilité constante des populations aux côtés des autorités de la refondation dans leur bataille pour l'honneur, la dignité et l'intégrité de notre chère nation, le Niger. L'actualité a never passé de 17 minutes à présent. L'actualité hors de nos frontières. Le leader de l'opposition bissau-guinéenne, Domingos Simões Pereira, a été libéré hier après plusieurs mois de détention. Il avait été arrêté après le coup d'état militaire de novembre ayant renversé le président Oumarou Sissoko Embalo. Les militaires affirment avoir agi pour éviter des violences post-électorales. Pereira avait été empêché de se présenter à la présidentielle. Son candidat soutenu avait revendiqué la victoire avant la fuite d'Embalo du pays. Au moins 25 personnes ont été tuées lors d'une attaque attribuée à Boko Haram dans la ville de Sabongari, dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria. Les victimes étaient des ouvriers présents sur un chantier de construction lorsque des hommes armés ont ouvert le feu. Il s'agit de l'attaque terroriste la plus meurtrière depuis les frappes aériennes américaines ordonnées par Donald Trump le jour de Noël. Les autorités nigériennes n'ont pas encore communiqué de bilan officiel. Au Soudan, des témoins civils, dont des proches de victimes et des habitants d'Al-Fashir et d'autres localités du Darfour, accusent les forces de soutien rapide d'avoir enlevé des enfants lors d'attaques armées. Selon leurs récits recueillis, certains parents auraient été tués avant le kidnapping, laissant craindre des actes d'esclavage. 4 combattants des forces d'intervention rapide auraient également affirmé à des familles que les enfants seraient utilisés pour garder des troupeaux. Les RSF rejettent ces accusations ni viser des civils et disent enquêter sur les abus. Le président tunisien Kais Saied a prolongé l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire du 31 janvier au 3 décembre 2026 par décret. Ce régime exceptionnel est en vigueur sans interruption depuis le 24 novembre 2015. Il avait été instauré après un attentat visant un bus de la garde présidentielle au centre de Tunis. L'attaque avait fait 12 morts parmi les forces de sécurité. 16 personnes, dont des agents et des civils, avaient également été blessés. Pour terminer, l'Afrique du Sud a ordonné hier au vice-ambassadeur d'Israël, Ariel Saïdman, de quitter le pays sous 72 heures. Il a déclaré persona non grata. Il est accusé d'avoir insulté le président Cyril Ramaphosa sur les réseaux sociaux et d'avoir violé les règles diplomatiques. En représailles, Israël a expulsé un haut diplomate sud-africain avec le même délai. Cette crise s'inscrit dans des relations déjà tendues après l'accusation de génocide portée par Pretoria contre Israël devant la Cour internationale de justice. Cette décision pourrait aussi provoquer une réaction des États-Unis alliés proches d'Israël. À 9h passé de 20 minutes, au retour à l'actualité nationale pour parler des sports juste après cette virgule. Si Aminata Makou Traoré est donc la nouvelle présidente de la Fédération malienne de Taekwondo. Elle a été élue hier pour un mandat de 4 ans. La première journée du championnat cadet de handball filles et garçons de la Ligue de Bamako se joue ce week-end. En football, Ligue 1 professionnelle du Mali, la 12e journée a pris fin hier. 4e journée de compétition interclub de la CAF en Ligue des champions. Le stade malien de Bamako a ramené un précieux point de son déplacement en Angola. Le Djeliba AC reçoit cet après-midi l'USM d'Alger en Coupe de la Confédération. La page sport porte la signature de Famrou Djourti.
En Coupe de la Confédération, notre représentant, le Djoliba AC, reçoit ce dimanche dans l'après-midi l'USM d'Alger au compte de la 4e journée de groupe. Les Rouges de Bamako, qui sont en difficulté dans cette campagne, 3 sorties, 3 défaites, se préparent pour la réception du club algérien et promettent de se battre pour la victoire et préserver toujours leur chance dans le groupe A. Aboubakar Diarra, senior, milieu de terrain du Djoliba AC. On va essayer de se relancer. Il reste encore 9 points à aller chercher. On sait que ça sera difficile parce que l'équipe est en manque de confiance en compétition africaine. On fera tout pour chercher d'abord les 3 points ici à domicile afin de préparer les 2 autres matchs. En Ligue des Champions, le Stade malien de Bamako est allé accrocher Petro de Luanda d'Angola dans le cadre de la 4e journée dans le groupe D. Un précieux point à l'extérieur pour le représentant malien. Les Blancs de Bamako conservent la tête du groupe avec 8 points. Ils sont toujours invaincus après 4 matchs. Petro de Luanda a raté un penalty en fin de match. Simba Sporting Club de Tanzanie accueille ce dimanche 1er février l'Espérance sportive de Tunis au stade Benjamin Kappa au compte du second match de la 4e journée dans le groupe D. Avec 0 points en 3 matchs, les Tanzaniens ont besoin d'une victoire pour espérer continuer dans cette compétition. De leur côté, les Tunisiens peuvent venir à hauteur des Blancs de Bamako à la tête du groupe D en cas de succès. Toujours en football, Ligue 1 Pro du Mali, la 12e journée a pris fin hier samedi. L'association sportive de Korofina ASCO a battu Afrique Football Elite AFE 2-0. L'AS Bakardian de Baraouli s'est lourdement incliné 3-0 face aux 11 créateurs de Nyarela. C'est par ce même score de 3-0 que l'USFAS s'est imposé devant l'US Bougouni. La journée a démarré vendredi avec 2 matchs nuls. 0-0 entre le FC Diara et l'US Bougouba et 1 but partout entre le FC Malikroa et Derby Academy. Les rencontres Binga FC Stade Malien de Bamako et AS Real Djoliba AC sont reportées à raison de la participation du Djoliba AC et du Stade Malien de Bamako dans les compétitions africaines des clubs. La première journée du championnat cadet filles et garçons de la Ligue de handball de Bamako s'est jouée ce samedi. Chez les filles, le COM a dominé 47-5, le COAD et le CMB a pris le meilleur 13-6 sur l'AS Mandé. Chez les garçons, le lycée sportif Ben Obarsi et l'ESBOS a gagné 21-9 contre l'AS Commune 2. Le COM s'est imposé de justesse 18-17 devant le COAD. Le CMB a cartonné 19-5 l'AS Mandé. La deuxième journée est programmée pour mardi 3 février 2026. Si Aminata Makou Traoré est la nouvelle présidente de la Fédération malienne de taekwondo, elle a été élue avec 4 voix sur 6 lors de l'Assemblée générale élective, devançant ses 2 concurrents, Maître Yagouba Samake qui a eu 2 voix et Maître Alinou Badra Traoré, le président sortant, avec 0 voix. Si Aminata Makou Traoré, présidente de la Fédération malienne de taekwondo. C'est vrai que le taekwondo a besoin d'union et pour ça, on va y travailler. Le taekwondo a besoin d'une gouvernance transparente et inclusive. Pour ça, on y travaillera. Le taekwondo a besoin de tous ses fils et nous ferons notre possible pour amener tout le monde. Le scrutin s'est tenu dans un climat de transparence en présence des représentants du SENOSM et du ministère des Sports. Les ligues de Bamako et Tombouctou, non reconnues, ont été exclues du vote. La nouvelle présidente de la Fédération malienne de taekwondo dispose de 3 mois pour organiser une assemblée générale de relecture des textes, une instruction du ministre en charge des Sports. Élue pour 4 ans, si Aminata Makou Traoré rentre dans le cercle restreint des femmes dirigeantes des fédérations sportives au Mali après le golf, le techball, le sambo et l'athlétisme. Focus Santé. La rédaction s'intéresse aujourd'hui à une autre forme de rhume appelée la sinusite. Elle est infectieuse et se manifeste par des douleurs faciales, écoulement nasal contenant du pus, l'obstruction du nez ou même souvent la perte d'odorat. Son traitement peut être court ou long, mais selon le docteur, tout dépend de la cause et de la durée de l'infection. Naouma Sissé, otorino-laryngologiste au CHU Gabriel Touré, nous donne plus de détails sur cette pathologie infectieuse, une réalisation de Koumba Sissi. Si la rhinite allergique est provoquée par des allergènes, la sinusite, quant à elle, est infectieuse. Elle est causée par des bactéries, des virus ou des champignons. Naouma Sissé, otorhinolaryngologiste au CHU Gabriel Touré. Il s'agit de toute inflammation d'origine infectieuse des cavités sinusiennes, naso-sinusiennes. On appelle cavités naso-sinusiennes, c'est des petites cavités qui sont creusées au niveau des os de la face. Au niveau de la face, il y a des petits os qui sont pneumatiques, qui sont creusés là, sous les yeux, sur les yeux, entre les yeux
derrière les yeux. Donc c'est des petites cavités qui jouent un rôle d'allègement de la boîte crânienne. D'autres causes de cette pathologie sont liées à la malformation et à la douleur dentaire. Il y a des personnes qui peuvent avoir des déviations nasales qui vont faire que la respiration nasale ne se passe pas bien. Ça peut être des malformations, mais comme ça peut être des malformations congénitales, comme ça peut être des malformations acquises. Ils rentrent dans le compte des facteurs favorisants. La sinusite, quand on ne respire pas bien, l'air ne passe pas bien, les microbes ont tendance à stagner dans les fosses nasales, à pulluler, à dominer la zone et faire une infection symptomatique. Lorsque l'infection s'installe, le patient se plaint de fièvre et de douleurs faciales. Naouma Sissé. Cette douleur, elle est sous-orbitaire. Ça dépend de la localisation du sinus qui est atteint. Elle est sous-orbitaire ou bien elle peut être au-dessus des yeux. On appelle ça les sinus frontaux. Ou au niveau entre les deux yeux, il y a des ethmoïdes, là-bas qu'on a une sinus ethmoïdale. Ou derrière les yeux, qu'on appelle la sinusite sphénoïdale. Donc les douleurs qui peuvent prendre de l'ampleur vers le petit soir ou bien dans certaines positions précises. Par exemple, qu'on appelle la position mohammedane, c'est-à-dire la position de prière ou l'antiflexion, c'est-à-dire que quand on baisse la tête, ça va accentuer la douleur. En plus de ça, c'est une infection. Contrairement à la rhinite allergique qui n'a pas de fièvre, la sinusite, lorsqu'il y a une infection, il y a de la fièvre. En plus de ça, on peut avoir ce qu'on appelle les écoulements. Donc quand on se mouche dans un mouchoir, on peut voir du pus, souvent c'est entaché de sang. Et en plus de ça, la congestion de la fosse nasale avec le nez bouché peuvent être associés. Le traitement de la sinusite dépend de sa cause. Si les médicaments ne suffisent pas, l'autre alternative proposée aux patients est la chirurgie. Le traitement, c'est les antibiotiques dans la plupart des cas. En plus de ça, on peut faire les lavages nasal. Il faut laver. Souvent, le traitement médical ne suffit pas. Il faut aller faire souvent une ponction quand c'est une sinusite qui est bloquée. Il faut aller faire ce qu'on appelle le traitement chirurgical, qu'on appelle la méatotomie moyenne. C'est-à-dire que les orifices de sortie des écoulements de ces sinus-là, lorsqu'elles sont bouchées, il faut aller les agrandir. C'est ce qu'on appelle la méatotomie. Et il y a différentes étapes de chirurgie et différentes techniques chirurgicales qui peuvent être appliquées à cela. Souvent, s'il y a une cause dentaire, c'est-à-dire que c'est une dent qui est en cause, souvent les dents supérieures au niveau apical peuvent être à la cause d'une sinusite, par exemple maxillaire. Donc le traitement va consister à enlever la dent causale. Les sinus sont au niveau de la face. Au niveau de la face, il y a des organes nobles, par exemple les yeux. Une ethmoïdite, c'est la sinusite au niveau ethmoïdal qui peut évoluer vers des complications orbitaires qui peuvent aller jusqu'à la cécité. Et mort d'homme peut en suivre. On peut avoir des complications méningo-encéphaliques, des méningites d'origine sinusienne. On peut avoir des abcès, c'est-à-dire les collections de pus à côté du cerveau, dans la boîte crânienne ou dans le cerveau. On peut avoir des complications d'ordre général, c'est-à-dire que l'infection totale du sang, qu'on appelle la septicémie, qui est très grave. Selon le spécialiste, la sinusite est contagieuse comme toute autre infection et elle peut être aiguë ou chronique. Le traitement à temps de tout cas de rhume permet d'éviter la sinusite chronique et ses complications. Espérons que vous avez pris bonne note de ces explications. À 9h passé de 29 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. 13h dimanche, c'est un tour d'horizon complet de l'actualité nationale et internationale avec un invité à suivre absolument. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.